Alors merci, cher Jean-Louis Harwell, cher professeur Jean-Louis Harwell, pour cet exposé très riche, qui amène évidemment beaucoup de réflexions et donc beaucoup de questions. Nous revenons maintenant à clivage droite-gauche. Donc, si Jean-Louis Harwell me le permet, je vais essayer de résumer son propos. De toute façon, j'ai toujours admiré la manière dont le cher Henri de Lesquen avait l'art d'aller droit au but et tirait quelquefois de ce qu'on disait à Radio Courtoisie des choses même qu'on n'avait pas vues. Alors là, on l'a vu. Donc, Jean-Louis Harwell, c'est essentiel à retenir, vous a dit la gauche, elle est double. Et il vous a dit une partie libertaire, il l'attribue à la gnose, à l'héritage gnostique, et une partie dirigiste, étatiste, collectiviste, il l'attribue à la tradition millénariste. Bien. Je vais vous faire remarquer que c'est cette dualité de la gauche qui explique que les gens croient qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche. Parce que comme la gauche a muté, ils voient bien que dans le débat politique ou métapolitique, on n'a plus l'opposition aussi importante qu'on avait autrefois entre, disons, libéralisme et communisme. Mais c'est toujours un clivage droite-gauche. Le clivage entre le peuple, l'identité et d'un côté et le mondialisme ou le cosmopolitisme de l'autre, c'est l'autre forme de la gauche qui s'exprime. Et c'est cette dualité de la gauche qui explique que le clivage droite-gauche a changé, il existe toujours, mais il a pris de nouvelles manifestations sans que sur le fond, il ait disparu. Je crois que cette dualité est donc très éclairante. Alors je me permets quand même de poser tout de suite une question, de faire une observation plutôt, à Jean-Louis Harwell, parce que d'après moi, on peut, pour le versant libertaire de la gauche, aller en amont de la gnose. En amont de la gnose. Car selon moi, cette version, ce volet libertaire de la gauche, il remonte au cosmopolitisme inventé par l'école cynique, en particulier par Diogène le Cynique en 350 avant Jésus-Christ. Donc, 400 ans à peu près avant la gnose. Car déjà Diogène le Cynique, à mon avis, et les autres gens de son école, et même d'ailleurs Zénon de Citium, le fondateur de l'école stoïcienne qui à l'origine était exactement sur les mêmes tendances que l'école cynique, rejette toutes les frontières. Non seulement les frontières physiques de la cité, mais aussi les frontières morales, entre le bien et le mal d'abord évidemment, mais aussi entre le beau et le laid, et aussi entre le vrai et le faux. Et donc la gnose va perfectionner, peut-être reprendre cette philosophie. La gnose est une philosophie devenue religion, et qui va porter à côté du christianisme, et qui va servir de transmission jusqu'aujourd'hui, à travers ce mouvement très important sur lequel vous avez eu raison d'assister, très passionnant d'ailleurs à étudier, qui est le mouvement des frères et sœurs de Livre-Esprit au Moyen-Âge. Ça c'est très intéressant, c'est très peu connu, or c'est essentiel. Et c'est ça qui assure la transition, la continuité, jusqu'aujourd'hui de la gnose. C'est fou que Van Hegem s'en réclame. Ah ben, c'est extraordinaire. Mais, alors, vous n'avez pas cité cet auteur, mais je vous signale un auteur qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Marguerite Porete. Marguerite Porete, P-O-R-E-T-E, c'est une sœur de Livre-Esprit, a été brûlée en place de Grève en 1310, et elle a laissé un livre, qui a été édité par Albin Michel il y a quelques années, qui s'appelle « Le miroir des âmes simples et anéanties ». Alors là, c'est extraordinaire, on retrouve toutes ces thèses. Et à mon avis, ce livre-là représente un manuel d'initiation. Et au dernier degré de l'initiation, le frère de Livre-Esprit, la sœur de Livre-Esprit, devient Dieu, justement. Et à ce moment-là, puisqu'elle devient Dieu, eh bien, elle a le droit de tout prendre, il n'y a plus pour elle de vol, ni de viol d'ailleurs, tout lui est permis. Voilà. Et il me semble que, donc cette observation devient une question, n'y a-t-il pas, cher Jean-Louis Harwell, avant la gnose, cet héritage de l'école cynique, de Diogène le Cynique, du cosmopolitisme. Je rappelle qu'en grec, cosmopolitisme, ça veut dire cosmos, le monde, polites, le citoyen du monde. Le citoyen du monde, c'est une subreption dans les termes qui veut dire,
qu'on est citoyen de nulle part. Parce que une cité, ça suppose des frontières, un intérieur, un extérieur. Le monde n'ayant pas d'extérieur, n'ayant pas de frontières, le citoyen du monde n'est pas citoyen. Oui, Jean-Louis Arouel. bien évidemment, je suis Henri de Lesquen. Simplement, je n'en ai pas parlé pour une raison très simple, qui est que la transmission n'est pas directe. La transmission n'est pas directe, et c'est comme par exemple, je dis à un moment, le désir de justice, l'exigence de justice, bien sûr, elle existait chez les Grecs. Mais que les Occidentaux du Moyen-Âge ne la tiennent pas directement des Grecs. Ils l'ont redécouverte avec la connaissance des auteurs antiques plus tard. Mais c'est directement du Décalogue qu'ils l'ont reçu. Et là, si vous voulez, je m'en suis tenu à la gnose, parce que précisément, c'est directement de la gnose que dans les milieux chrétiens du premier, deuxième et troisième siècle, et même quatrième et ensuite, se sont développées ces croyances hérétiques qui ont abouti au gauchisme culturel, qui ont abouti à cette affirmation du moi, mais sinon l'analogie est indiscutable. Allez, la parole à la salle. Qui veut intervenir sur ce débat, cette analyse du clivage droite-gauche et de la nature profonde de la droite et de la gauche? Oui. Non mais parlez très fort et il n'y a pas de micro. Alors, cher monsieur, pour vous, la tradition de la Kabbale chrétienne inaugurée par Pic de la Mirandole et qui inspire notamment la décoration du Palazzo Vecchio à Florence, s'inscrit-elle selon vous dans la veine du christianisme orthodoxe ou dans la veine d'une hérésie? C'est une très bonne question. Et j'ai été amené à dire dans ce livre que... Droite-gauche, ce n'est pas fini. Des clés de Brouwer, Jean-Louis Arouel. J'ai été amené à dire dans ce livre qu'on était redevable à la tradition gnostique d'énormément de choses très positives dans le domaine de l'art et dans le domaine de la poésie, dans le domaine, là vous évoquez le domaine des arts graphiques, de la peinture, de la sculpture, etc. Et il est clair qu'il y avait une dimension gnostique chez Pic de la Mirandole. La gnose d'ailleurs n'a pas donné... La racine gnostique de la gauche est indiscutable, mais la gnose n'a pas donné que de la gauche. Et par exemple, on trouve de la gnose chez Balzac, on trouve de la gnose chez Joseph de Maistre. Mais là où disons les grands courants majeurs de la gnose ont entraîné majoritairement du côté précisément de cet individualisme débridé qui caractérise l'affirmation hyperbolique du moi et le gauchisme. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, par exemple, de la gnose dans Baudelaire? Évidemment. Baudelaire. Au mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, aux morts appareillons. Si le ciel et la terre sont noirs comme de l'encre, ton cœur que tu connais est rempli de rayons. Plongeons au fond du gouffre, enfer au ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. C'est même un petit peu pervers. Hein. C'est beau mais pervers. Baudelaire et les litanies de Satan. Voilà, c'est ça. Les litanies de Satan. Ça, Toi qui suis mélangé le salpêtre et le soufre, je te salue Satan ange. Toi qui pour soulager l'homme frêle et qui souffre, nous a pris à mêler le salpêtre et le soufre, je te salue Satan ange de la lumière. Donc etc. il y a dans le romantisme en général et dans Baudelaire en particulier une sorte de résurgence de la gnose. Il y a autre question? Jean-René Lamiral. Plutôt un doute, non pas sur l'érudition, l'analyse, les analyses, ce que j'appellerais, dans le livre, dans les travaux de Jean-Louis Arouel, je dirais il y a deux archéologies du clivage droite-gauche. Il y a l'archéologie historique, qui a été retracée ici, et puis
derrière, plus profondément, une archéologie quasiment théologique. Parce que c'est pas... Et alors, le problème, c'est... remonter les filiations historiques est explicatif. Mais en même temps... je m'excuse pour cet en même temps. Macronien. Pas macronien, justement. Et en plus, c'est un anglicisme d'ailleurs. Hein. Pardon. En plus, c'est un anglicisme, c'est une formule anglaise. The same time. Ouais, c'est En ça, ouais. même temps, Ouais. Ah, mais dans l'esprit de Macron, c'est un anglicisme. Ouais, chez lui, le pire est à craindre, évidemment. mais je craindrais que l'érudition historique invalide la liberté de penser et de se tromper. C'est-à-dire, je veux dire par là que on reconstitue à juste titre, avec beaucoup d'érudition et d'intuition, les sources de la gauche et de sa perversité, mais en même temps, justement, ça correspond à des tentations spontanées. Alors peut-être plus concrètement, la gnose, c'est une sorte de secte hérétique au sein du christianisme. Le millénarisme, comme l'indiquait Jean-Louis Harwell, c'est une perspective possible qui, dans un premier temps, a été admise parce que ça fait partie d'un horizon possible du christianisme. Et puis qui ensuite dérive, alors du coup, appelle une reprise en main. Le sens de mon intervention, c'est sans invalider aucunement la généalogie historique, la relativiser par rapport à la liberté de se tromper. Je n'ai pas compris. Mais je pense que les gens peuvent se tromper sans... Jean-Louis Harwell peut-il se tromper, c'est ça que vous voulez dire? Pardon? Même Jean-Louis Harwell peut se tromper. Ah non, pas du tout. Aussi. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que on peut venir à des idées fausses sans qu'elles vous soient données par la tradition historique. Alors, écoutez, moi, si j'ai bien compris, ce que dit, je pose une deuxième question. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas davantage de l'analogie que de la filiation? Autrement, vous avez d'ailleurs écarté cette hypothèse de la pure analogie, mais apparemment, vous n'avez pas convaincu Jean-René Admiral. Il considère que, parce qu'on pourrait dire, il y a un tableau de Mendeleïev des idées politiques, et donc on retrouve... forcément, sans aucune espèce de filiation, telle ou telle case dans le tableau de Mendeleïev des idées politiques. Alors que là, je crois que Jean-Louis Harwell démontre dans son livre qu'il y a une véritable filiation, à travers notamment les frères et sœurs du libre esprit. C'est pas du tout ce que je conteste. D'abord, filiation historique est forcément toujours plus ou moins analogique. Le terme de démontrer est un peu fort, mais en tout cas, la plausibilité est très forte. Ce que je veux dire, c'est que il y a une capacité de l'homme à penser bien ou mal, éventuellement indépendamment des filiations qu'on peut reconstituer après coup. Mais si j'ai bien compris, mais ça ce que défend Jean-René, l'amiral, c'est au fond quelque chose à quoi je souscris, c'est la possibilité d'expérimenter. Oui, et de penser bien ou mal. Parce que bon, c'est vrai que à travers l'histoire de l'humanité, bien souvent, c'est l'histoire, au fond, c'est une sorte de darwinisme, des idées, des conceptions, qui fait que ça rejoint ce que disait Burke, c'est-à-dire cette idée, ce concept des préjugés transmis, par les sociétés humaines qui leur permettent de durer. Il ne s'agit pas qu'une idée soit juste ou fausse, ce qui compte, c'est qu'elle marche. C'est-à-dire une sorte d'empirisme. Et je dirais que c'est assez chrétien, et c'est tout à fait de droite. C'est comme ça que je verrais les choses. C'est la notion de préjugé légitime que le grand penseur que fut Edmund Burke, penseur génial d'ailleurs que fut Edmund Burke, il faut lire les réflexions sur la Révolution de France, a développé pour dire non, on ne peut pas se passer de préjugés. Il y a des mauvais préjugés peut-être, mais il y a des préjugés légitimes. Et il est à noter que Hayek dit la même chose. Hayek est un successeur de Burke qui a développé... D'ailleurs, Hayek est présent à la fin. Et Mandeville, entre-temps, disait aussi la même chose. Il y a tout un courant libéral, qui comme cela,
valorise les traditions, les préjugés, les coutumes, et considère qu'il y a plus d'intelligence justement dans cette démarche empirique des sociétés humaines que dans l'esprit rationaliste des uns ou des autres. Alors, encore quelques questions peut-être d'autres personnes. Une petite question anecdotique. Oui, monsieur. Qui n'est pas du niveau de la question que je posais. Il n'y a pas une contradiction quand vous releviez que les gnostiques étaient favorables à la réincarnation à la mesure où ils s'opposent au matérialisme. Une erreur. Non, parce que... non, mais je vois très bien ce que je voulais dire, c'est tout à fait judicieux, mais cette réincarnation n'était pas... l'idée, c'était d'en avoir le moins possible, pour que sortir le plus vite possible. Alors, pour ceux dont l'âme était véritablement divine, Vous avez parlé, pour ceux dont l'âme était véritablement divine, il n'y aurait pas besoin de réincarnation. À leur mort, ils partent directement. Mais quand on était donc pneumatique ou spirituel, l'âme montait directement, on était Dieu, c'était net. Quand on était psychique, on n'était pas Dieu. Peut-être que dans 2 ou 3 réincarnations, on allait le devenir. Pneumatique qui veut dire spirituel. Hein. Pneuma. Voilà. Non, je le dis pour éviter des mauvaises plaisanteries. Non mais... Ça ne veut pas dire qu'on est caoutchouteux. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que on Attendez. retrouve le même terme chez Huxley. Hein. Ouais, Alors là, exactement. dans un sens très précis. Voilà, attendez. Elle est pneumatique. Voilà. Bon, j'aimerais que... On me dit très pneumatique. Autre question. Oui, madame. Oui, la société numérisée dans laquelle nous galopons serait de quelle filiation? Parce qu'elle est numérisée. Ah. Je dis numérisée parce qu'elle est encore Ben, je dirais formation. Si on que le fait c'est d'être pas numérisé, si vous voulez, c'est un autre facteur. Au fond, une société numérisée peut parfaitement être une société libérale, classique. Une société numérisée peut également être une société, comment dirais-je, de type dictatorial ou communiste. Et une société numérisée me semble pouvoir être également complètement libertaire et délirante. Donc vous n'êtes pas marxiste, Jean-Louis Harouel. Parce que les marxistes considèrent, j'espère madame que vous ne l'êtes pas, que l'infrastructure détermine la superstructure. Ce qui amène d'ailleurs à penser que par exemple que l'esclavage a disparu à cause du progrès technique, c'est une totale stupidité, c'est pas du tout pour ça. Hein. Le progrès technique n'a rien à voir avec la disparition de l'esclavage. Enfin, ça c'est une thèse que je pourrais développer, mais Non, c'est vrai. Robert Fogel, le président Robert Fogel a démontré que les exploitations, les plantations du sud des États-Unis marchaient très bien avec le régime de l'esclavage. Bon. Donc, voilà. Autre question. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je pense qu'elle nous amène à une forme d'esclavage. Donc vous êtes marxiste. Je savais qu'il y avait des amis de gauche parmi nous. Eh bien, madame, merci de nous avoir apporté cette preuve. Vous pensez que la matière détermine l'esprit. Or, si vous aviez lu le livre de Jean-Louis Harouel, et vous le lirez certainement, vous avez certainement dédicacé ce livre, droite gauche, je n'ai pas fini, et bien vous verrez que les forces de l'esprit l'emportent sur les forces de la matière. J'ai un peu un résumé au fond de ce livre. Un résumé un peu emphatique, mais... Alors, autre question. Encore, mais disons 2 questions, peut-être. Tiens, j'en aurai une, ça fera 3 questions, parce que j'en aurai encore Juste une. une petite remarque. Oui, à monsieur. propos de Philippe Muret, son ouvrage sur le 19e siècle, où il parle de l'occulto-socialisme, le siècle de l'occulto-socialisme. Occulto, parmi lesquels on peut ranger, occultiste, parmi lesquels on peut ranger par exemple Victor Hugo. Et ce qui est amusant dans sa description des funérailles de Victor Hugo, qu'il considère pratiquement comme un événement majeur du XIXe siècle, que ça a été le seul à faire tomber la croix du Panthéon. Parce qu'elle a été enlevée la veille de son entrée au Panthéon. Oui. Et donc ça rappelle son amour pour les criminels, Oui. et Jean-Louis Harouel. les tribunaux qui ont retiré les crucifix. Oui. Réponse de Jean-Louis Harouel. Bah, il n'y a pas de réponse, c'est une remarque judicieuse, et ce livre de Philippe Muret est une véritable somme. Il est très difficile à lire. Le titre du livre? Le 19e siècle à travers les âges. Et effectivement, il démontre que le socialisme et l'occultisme marchent ensemble. On marchait ensemble tout le 19e. Mais on peut dire socialisme, millénarisme,
et occultisme gnose. Oui, Une autre question, j'en aurais une à poser pour finir c'est ça, exactement. à Jean-Louis Harouel. Une autre question? Bon, alors je pose directement la mienne. Dans son livre, plus que dans son exposé d'ailleurs, qui ne pouvait pas traiter de tout, Jean-Louis Harouel montre bien, dans son livre donc Droite-Gauche, ce n'est pas fini, que la gnose purge, si je puis dire, le christianisme, son passé de l'Ancien Testament, oppose le Nouveau Testament à l'Ancien, en particulier chez Marcion. Alors, donc, cette déjudaïsation du christianisme qu'opère la gnose, me semble-t-il, ne se produit pas dans le millénarisme, l'autre volet de la gauche. C'est plutôt le contraire, Oui. puisque l'Ancien Testament annonce un Messie qui, pour tous les Juifs de l'Ancien Testament, pour le judaïsme sacerdotal, est un roi très matériel qui doit battre les Romains. Et d'ailleurs, quand on lit l'Évangile, on comprend bien l'ambiguïté. Enfin, Un peu Mahomet. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus est obligé de dire cela parce que tous les disciples, enfin la plupart des disciples de Jésus, ses fidèles, sont persuadés que c'est le Messie et donc que c'est lui qui va prendre le pouvoir et chasser les Romains et rétablir un royaume d'Israël. Et donc cette vision du messianisme comme étant politique, au fond millénariste avant la lettre, qui a été exorcisée par Jésus, qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », et finalement reprise par les millénaristes, qui sont finalement plus juifs, au sens de l'Ancien Testament, que le christianisme orthodoxe. Dans les deux cas, effectivement, il y a une trahison du christianisme. D'un côté, parce qu'on en refuse la dimension biblique, et d'un autre côté, parce qu'on en nie, on en refuse également, on refuse l'apport chrétien, l'apport du Christ. Alors un point très important quand même, c'est que Marcion. Éric Zemmour a fait le même jeu de mots. Ça c'est un lapsus, Marcion est quasiment un anagramme de Macron, je vous remarquer, un OI près. Bon, Marcion, donc les réserves du IIe siècle qui disaient que l'Ancien Testament avait été fait par le diable et que seul le Nouveau Testament était inspiré par Dieu. L'Évangile, donc, Marcion avait quand même mis le doigt sur un vrai sujet théologique profond, qui est l'opposition évidente à tout lecteur de la Bible entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est pas tout à fait la même chose. Et l'universalisme du Nouveau Testament et de Jésus s'oppose au racisme juif de l'Ancien Testament, qui justifie le génocide à toutes les pages. Peut-être pas à toutes les pages, mais à plusieurs pages. Hein. Je vous conseille, si vous voulez vous faire une opinion au cas où vous connaîtriez mal la Bible, lisez le premier livre de Samuel, le chapitre 15, où Dieu est censé, par la bouche du prophète Samuel, ordonner à Saül, le roi des Juifs, ou des Hébreux, d'exterminer les Amalécites, et il est précisé, y compris les enfants à la mamelle. Y compris les enfants à la mamelle. C'est digne de Mahomet. C'est quand même extraordinaire. Et c'est pas le seul cas. Hein. Le génocide ordonné par Dieu ou accepté par Dieu apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament. C'est pas exactement le message d'amour du Nouveau Testament. Et alors, pour vous montrer l'opposition, excusez-moi, c'est encore un mot qui est intéressant. Lorsque Jésus dit, c'est peut-être ça qui est le plus significatif, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout le monde aujourd'hui le comprend comme nous le comprenons, nous chrétiens. Tu aimeras idéalement tous les hommes, en tout cas d'abord celui qui est proche de toi, mais idéalement tous les hommes. Or, si vous regardez, parce que c'est une citation du Lévitique, donc de l'Ancien Testament, si vous regardez la citation dans le Lévitique, vous verrez que le prochain, dans le contexte, c'est clairement l'autre juif. Les hommes de ta tribu. Donc, très clairement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire tu aimeras l'autre juif comme toi-même, mais pas du tout l'étranger. Là encore. Et on passe donc d'une conception raciste, qui est celle de l'Ancien Testament, qui est déjà évidemment corrigée par les prophéties d'Isaïe, mais qui a été durcie ensuite dans le racisme du Talmud et de la Kabbale, qui est une gnose, à une vision universaliste qui est celle du christianisme. Et en même temps, quand on... C'est tout à fait... Décidément.
C'est parfaitement judicieux, mais je dirais que c'est cette tension interne qui a fait historiquement l'intérêt et le succès du christianisme. Alors c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Le christianisme est rempli de mystères et c'est ce qui fait sa grandeur, sa beauté et je crois sa vérité. Comme l'a dit saint Paul, il n'y a plus de grec ni de juif, etc. Voilà. Bien. Bien. Si c'est le moment de conclure, je vais Et alors, et j'ajouterai, cher Jean-René L'Amiral, que saint Paul a dit il n'y a plus de grecs et plus de juifs pour que précisément on puisse rester grec. Et sans devenir juif, pour ne pas être circoncis. Donc cette phrase doit être repensée, parce que on a l'impression que ça annule les Grecs, les Juifs, tout le monde pareil. Pas du tout. Tu peux devenir chrétien en restant grec. Voilà. Tu n'es pas obligé de te faire juif pour devenir chrétien. Voilà. Et c'est ça l'intérêt, également la richesse. Mais t'es pas enfermé non plus. C'est les deux. Et c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'amour divin et le niveau des réalités terrestres. Donc j'espère que vous lirez, entre parenthèses, vous avez compris en écoutant l'exposé extrêmement riche de Jean-Louis Harouel, que son livre est très puissant. Hein. Un livre très puissant. Très clair aussi. Et extrêmement clair, extrêmement convaincant. Et il vous fera comprendre que non, droite-gauche, ce clivage n'est pas dépassé, n'est pas fini. Et il vous fera comprendre justement cette conception fondamentale aujourd'hui qu'il faut avoir à l'esprit de la dualité de la gauche. Entre ce que j'appellerais, il emploie le terme mais avec d'autres, mais moi je l'emploie de manière systématique, le volet collectiviste et le volet cosmopolite. Et j'ajouterai dans ce livre qu'il me semble que j'essaie de démontrer que même le volet cosmopolite est lui aussi collectiviste, et que l'immigrationnisme est un communisme. Il y a des contaminations.